c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes déjà le mercredi 25. Pour une fois, j'avais commencé ce vlog un lundi matin. Sauf que les images que j'ai tournées, elles n'étaient pas terribles, donc j'ai décidé de recommencer. Donc je voulais commencer avec des updates sur les lectures que j'ai fait la semaine dernière et que j'avais complètement oublié de citer dans mon vlog précédent. Puisqu'il s'agit de lectures numériques, c'est vrai que je zappe un petit peu souvent les lectures numériques. Donc j'ai découvert, je sais pas trop comment ça se prononce, 13, le premier tome de ce comics philippin que j'ai vraiment adoré. Alors je l'ai découvert en numérique, donc j'ai pas vraiment profité pleinement. Là je vais tourner quelques pages de l'aperçu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, autant à la fois le dessin, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vous montre quelques images d'extraits. Le dessin, je l'ai trouvé vraiment super, mais c'est surtout l'ambiance urban fantasy inspirée du folklore philippin que j'ai trouvé vraiment très chouette. Puis comme je connais pas grand chose folklore philippin, mais que j'adore tout ce qui est folklore, tout ce qui est contes et légendes, voilà, j'étais vraiment dans une ambiance que j'aime, mais avec des créatures que je ne connais pas, donc ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Et en même temps, sans avoir forcément envie de faire des recherches, l'ouvrage propose des petites infos sur ces créatures. Donc pour ceux qui veulent s'en contenter, il y aura quand même des infos pour savoir quelles sont ces créatures magiques. Mais moi, voilà, comme je suis passionnée par ce genre d'univers, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. En tout cas, j'ai trouvé l'histoire très prenante, les créatures intrigantes. J'étais vraiment ravie de découvrir cette série. Et j'ai tellement aimé que même si j'ai déjà lu le premier tome, j'ai envie de l'avoir en format papier parce que je trouve déjà le dessin est vraiment chouette et on profite pas vraiment des planches en numérique. Donc j'ai vraiment envie de me procurer le premier tome. C'était vraiment une très chouette découverte. Donc je vous remontrerai probablement des images au moment où j'aurai le tome entre les mains. Je voulais aussi dire quelques mots rapidement sur Aquarica que j'ai terminé la semaine dernière, dont j'avais parlé brièvement au moment où je l'ai commencé. Donc j'ai fini le premier tome. Là aussi j'étais en numérique. Au niveau du dessin, on est moins dans quelque chose qui me touche, on va dire. Alors c'est bien réalisé, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais par contre, j'ai trouvé l'histoire très intrigante. Donc on est dans un village de baleiniers. Une étrange créature mi-humaine, mi-mécanique semble s'échouer sur la plage. Et les villageois, ils reconnaissent des morceaux de navire qui a été coulé, je sais plus, une trentaine d'années, 10 ans plus tôt, ou 30 ans plus tôt, je me souviens plus, enfin bon bref. Un navire qui a été coulé, donc ils veulent démonter cette créature, essayer de comprendre, tandis qu'un scientifique est mandaté pour l'étudier, et il va trouver cette jeune fille qu'on voit sur la couverture, dans cette créature machine. Et donc voilà, il faut qu'ils arrivent à protéger cette femme des villageois qui veulent absolument découvrir qu'est-ce qui est arrivé à leur navire. Et en même temps, elle raconte des histoires, elle complètement loufoques sur une baleine qui aurait une île sur son dos, etc. Donc c'est une entrée en matière assez amusante. Ça me fait penser un peu à un... Enfin, amusante, c'est pas vraiment le mot, c'est intriguant. On est un peu dans le suspense, le fantastique. Ça m'a fait penser un peu à des ambiances du genre Jules Verne, même si j'ai jamais vraiment lu du Jules Verne, je n'ai vu que des adaptations. Mais on est un peu dans un univers comme ça me fait penser un peu au Nautilus ou des choses comme ça, où on a cet univers un peu fantastique, sous la mer, avec des machines, des créatures, on ne sait pas trop ce qu'elles sont. Et c'est scientifique, ce scientifique qui va donc partir avec elle, et on en saura sans doute plus. Je vous montrerai quelques images du tome 2 que j'ai dans ma palle et que je vais lire en format papier, donc ça sera plus sympa à montrer. Je voulais aussi vous parler d'une autre lecture que j'ai terminée lundi, La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Je ne sais pas si c'est son premier roman, en tout cas c'est le premier que je lis, je crois que c'est son premier. J'aimais beaucoup déjà la musique d'Olivia Ruiz que j'écoutais quand il y a une dizaine d'années quand mes enfants étaient plus jeunes. On écoutait beaucoup, elles aimaient beaucoup.
Et là, je découvre sa plume en roman et j'ai été vraiment embarquée par ce roman. C'est très très touchant. Donc le personnage, enfin disons que c'est pas vraiment le personnage principal. Il y a quelqu'un, donc une jeune femme, qui assiste à l'enterrement de sa grand-mère et qui reçoit cette commode au tiroir de couleur en héritage. Et suite à l'enterrement, elle commence à ouvrir ses tiroirs et dans ces tiroirs, la grand-mère mis des mots, des lettres, des cahiers, des choses, des souvenirs où elle raconte toute sa vie. Donc c'est finalement l'histoire de la grand-mère qu'on va suivre à travers ces lettres. Et elle va raconter donc toute sa vie qui est jonchée de tragédies. C'est vraiment se dire mais quelle vie de... C'est vraiment terrible. Ça commence où elle quitte l'Espagne enfant avec ses sœurs pour fuir Franco. Et les parents décident de ne pas accompagner leurs enfants, donc les enfants partent tout seuls. Donc il y aura toute une première partie où elle raconte la difficulté d'être un immigré rejeté par les Français. Et cette partie, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle fait vraiment écho à l'actualité finalement, puisque ce n'est plus les Espagnols, mais on retrouve les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes schémas finalement, quoi. Les gens qui fuient parce que elles n'ont pas le choix et la façon dont ils sont accueillis qui est très très dure. Donc j'ai trouvé cette partie très intéressante. Après, ça va vraiment jusqu'à sa vieillesse. Hein. Donc on va vraiment suivre toute sa vie. Donc ses rencontres amoureuses, il sera question de deuil, de maternité, de difficultés dans un couple. Vraiment, il y a beaucoup beaucoup de sujets. Mais j'ai trouvé ça très fort parce qu'elle vit des tragédies terribles, mais en même temps, elle garde toujours une force de vie qui est contagieuse d'ailleurs parce que ça donne la pêche au fait. C'est étonnant parce qu'elle vit des choses terribles, j'ai pleuré beaucoup et en même temps après elle rebondit et ça donne du courage et j'ai trouvé ça voilà très très chouette, une bonne lecture. Donc je retiens sa plume, j'essaierai sans doute de lire d'autres romans d'Olivia Ruiz. Un petit mot pour la fin sur les numériques. Mythos, que là je découvre en audio, que j'ai commencé la semaine dernière, dont j'avais déjà un peu parlé. Je disais la semaine dernière que j'aimais pas vraiment le ton que je trouvais très vulgaire et qui était accentué par la lecture, au fait, du narrateur, qui accentue vraiment ce côté un petit peu vulgaire. Quand je dis vulgaire, c'est dans le sens où c'est vraiment du langage parlé et qui contraste du coup avec le milieu de la mythologie. Ah, c'est une approche intéressante parce que du coup ça dédramatise complètement, on n'est pas dans quelque chose de sacralisé, la mythologie grecque, c'est vraiment les dieux parlent comme parlerait le charcutier du coin, mais du coup c'est un peu too much, je trouve. Voilà, moi dans la vie de tous les jours je parle pas avec autant de vulgarité, donc je vois pas pourquoi les dieux le feraient. Mais finalement, au bout de plusieurs chapitres, on finit par s'habituer au ton. Et comme la mythologie, j'adore, et que je me laisse vite embarquer par les histoires. Donc la première partie, celle où j'ai été un peu plus choquée par le ton, c'est dommage parce que c'est la partie que je connais le moins. Donc ce sont les dieux qui existent avant les dieux olympiens. Donc c'est une partie que voilà, je connais très peu. Là maintenant je suis dans les mythes que je connais, Psyché, puis tous les dieux olympiens et leurs amours et leurs querelles, etc. Donc tout ça c'est des histoires que je connais déjà, mais je me lasse jamais de les écouter. Donc voilà, c'était quand même, je prends quand même plaisir à le suivre. Après voilà, je suis pas parfaitement convaincue par ce ton très gouaille, quoi, on va dire. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus distingué. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais bon, je suis pas convaincue par le ton, mais je prends quand même plaisir à suivre les mythes parce qu'effectivement, c'est raconté de façon très simple, donc c'est à la portée de n'importe qui, qu'on connaisse ou pas la mythologie. Et une chose que j'aime bien, c'est que aussi il reprend un peu l'étymologie. Donc de temps en temps, il nous parle des mots qu'on utilise tous les jours et qui dérivent des noms des dieux. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc ça a un côté un petit peu intello, tout en parlant très, très vulgairement, c'est rigolo. Et hop, juste, je montre mes 2 lectures en cours. J'avance très très lentement dans American Gods.
J'aime bien. Le ton est assez cru. Je ne m'attendais pas à un ton si cru. C'est le premier roman de Neil Gaiman que je lis, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais que la série, l'adaptation avait rendu un ton plus cru que le roman. Finalement, non, on est vraiment dans le même ton, donc c'est assez cru, mais j'aime bien. Sauf que voilà, c'est une version de poche plutôt serrée, il n'y a pas de marge, tout est justifié, donc pour moi c'est compliqué. Voilà, en 1 heure, je lis 20 pages, donc j'avance pas très très vite. Pareil pour donc le château de Hurle que je lis en VO. Là, c'est beaucoup plus aéré comme édition. Mais comme c'est en anglais, j'avance pas très très vite. Et puis j'avais fait une longue pause, donc là il me reste encore un peu moins de la moitié. Mais en tout cas, là je viens de le reprendre depuis lundi et je suis toujours ravie d'être dans cette histoire. Voilà pour les updates d'aujourd'hui. Ça sera un petit vlog un peu étrange puisque dès demain je pars dans le Gers, donc je pense que j'aurai très peu de temps de lire. Mais je vais essayer quand même de faire quelques petites images de notre virée dans le Gers. Et puis refaire peut-être un point en fin de week-end pour voir si j'ai lu quelque chose. Donc je vous redis à bientôt. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Nous sommes déjà dimanche 29 mai, je n'ai pas beaucoup lu ce week-end, donc je m'apprête à me poser un petit peu au jardin, profiter de ce magnifique temps ensoleillé et doux pour bouquiner un petit peu. Mais avant, je vais vous présenter le dernier arrivé dans la palle, Ruby de Kira Gambri. Hop, gros plan sur le résumé. Donc ça va être une histoire avec des fées, tout ça. Donc ça me tentait bien. Je connais pas du tout, mais voilà, je me suis dit un roman jeunesse avec des fées, ça peut être sympa. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle série, L'appel des êtres fées. Donc à voir ce que ça donne. Mais je vais pas le lire tout de suite puisque je voulais d'abord lire ceux qui sont depuis un peu plus longtemps dans ma palle, et j'avais préparé pour ce mois-ci Nectar et Ambroisie, le monde des ténèbres. Donc je pense que je vais lire celui-ci puisque ça va bien avec Mythos que je suis en train de lire, enfin d'écouter plutôt puisque je le découvre en audio. Et comme c'est un roman jeunesse écrit très gros avec des illustrations et tout, je pense que voilà, ça devrait très rapidement se lire. Donc après avoir fini La commande au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz, qui était assez dur comme roman, je me suis dit une petite lecture légère comme ça, facile, ça va être sympa. Mais pour tout de suite, je vais plutôt commencer avec un manga, Elegant Yokai Apartment Life, que j'ai acheté il y a très peu de temps. Et qui tombe aussi très bien pour le mois de la fantaisie, puisqu'on va être avec les yokai, créatures fantastiques du folklore japonais. Donc voilà, je me pose avec celui-ci et je vous le prends un petit peu plus tard. Ça y est, j'ai fini ce premier tome, j'ai trouvé très chouette. Donc on suit ce jeune homme qui est orphelin, qui vit chez son oncle et qui, à la fin du collège, il intègre un lycée qui normalement doit avoir un internat, et se réjouit de quitter donc son oncle puisqu'il a l'impression de peser sur cette famille, il se sent pas bien. Et donc il veut être indépendant, sauf que l'internat brûle à la veille de son emménagement pratiquement. Donc il cherche à tout prix un logement parce qu'il veut partir, et il tombe sur une étrange maison vraiment pas chère, idéalement placée, et
il y a forcément un loup. Et c'est quoi le loup? C'est qu'il y a des fantômes et des créatures en tout genre qui vivent avec les humains dans cette demeure. Donc tout un nouveau monde va s'ouvrir pour lui. Il va rencontrer donc aussi bien des humains que des yokai, se lier d'amitié avec eux et commencer sa nouvelle vie indépendante. Donc on va suivre son quotidien au sein de cette maison, entre petits boulots, études et puis histoire de yokai. C'est une ambiance très chouette avec des petites choses comme des repas, des bains, des choses comme ça, et aussi des comme un petit peu plus épiques avec de l'exorcisme et des choses comme ça. Donc c'est un premier tome vraiment chouette, j'ai bien aimé l'ambiance. Le dessin est assez simple mais agréable, très lisible. Et les personnages sont vraiment sympathiques. Donc une série que je suivrai avec grand plaisir. Et il y a plein de moments gourmands où on les voit manger. C'est très chouette, j'adore moi quand il y a de la nourriture dans les mangas. Donc là je suis servie. Voici la cuisinière qui prépare tout un tas de petits plats pour tout ce monde, yokai et humains compris. Donc voilà, une chouette série, parfaite pour faire la transition entre le mois japonais et le mois de la fantaisie. Donc ça tombe bien puisque je suis en plein dans cette ambiance. Et puis ça me change un petit peu de la mythologie grecque avec Mythos et puis ma future lecture roman jeunesse. Avant de m'attaquer à la lecture de romans, je vais... Attention, voilà, je l'attrape. Je vais lire ce tome 16, L'or des Aztèques, que j'avais choisi pour ma palle de mois de la fantaisie, pour la catégorie où il était question de pirates. Donc voilà, je vais lire ce premier tome. Il fait encore un peu chaud, donc comme ça me laisse une excuse pour me rester à l'ombre avec un bouquin, et puis après il va falloir que je m'occupe du jardin parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Voici donc ma dernière lecture avant la clôture de ce vlog. Le premier tome de 16, bande dessinée jeunesse avec des pirates fantômes, des cambriolages de trésors et autres fantaisies. Un premier tome très chouette, j'aime beaucoup les couleurs, le dessin, c'est très sympa. Donc 16 a perdu son père et le jour de l'enterrement de son père, elle rencontre 3 pirates fantômes qui vont se lier d'amitié avec elle et qu'elle emmène avec elle. On la retrouve 9 ans plus tard, toujours avec ces pirates fantômes. Et ils vont vivre ensemble des aventures. 16 va être confrontée à 2 choses. D'une part, elle veut connaître le passé de son père, mais sa mère garde le secret puisqu'il y avait des tensions entre le père et la famille du père. Et d'un autre côté, la famille de 16 va devoir surmonter des difficultés financières. Donc 16 va trouver des solutions pas très orthodoxes pour aider sa mère. Et ça risque de mal tourner. Le premier tome n'est pas autoconclusif, donc ça se termine sur un cliffhanger. On a des surprises à venir et ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire de 16, de son père, de la famille de son père et puis sur toutes ces créatures fantastiques qui gravitent autour de la jeune fille. Une jolie série jeunesse que je suis ravie d'avoir découvert grâce aux 48 heures de la BD. Ça m'a coûté donc 2€. J'avais envie de découvrir cette série, mais j'étais pas très sûre d'aimer, donc voilà, c'est l'occasion de découvrir avec les 48 heures de la BD et je suis vraiment pas déçue, donc je m'achèterai la suite avec plaisir. Donc voilà, je termine là pour cette semaine. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau vlog. D'ici là, sur mapetitemédiathèque.fr pour d'autres aventures livresques.